Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Monsieur Didier Migaud, garde des Sceaux, sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. En cette semaine mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous avons voulu échanger avec vous sur la réponse judiciaire aux violences sexistes et sexuelles. Monsieur le ministre, jamais les pouvoirs publics n'ont été aussi interpellés sur la réponse apportée par l'ensemble de la chaîne judiciaire aux violences sexistes et sexuelles. Il faut peut-être partir des faits, des chiffres, de la situation des victimes. Selon une étude qui est publiée par l'INSERM en 2024, près de 30% des femmes de 18 à 69 ans ont déclaré avoir subi une tentative ou un rapport forcé en 2023. Et pour les hommes, c'est près de 9%. Ces chiffres ont presque doublé depuis l'étude de 2006 et selon le chiffre du ministère de l'Intérieur, ce sont 230 000 femmes qui ont été victimes de viols ou tentatives de viol ou agressions sexuelles en 2022. Certaines estimations évoquent en tout cas 1,5 million de victimes de violences sexuelles chaque année. D'ailleurs, Monsieur le ministre, je souhaite souligner la difficulté assez anormale, en tout cas vraiment d'avoir des chiffres pour la représentation nationale, avoir des chiffres qui soient fiables dans un diagnostic partagé. Voilà, en termes de statistiques, ça me paraît important qu'on puisse avoir des sources fiables, communes. Souvent, les sources changent, les périmètres changent. Sur les victimes, 80% d'entre elles ne signalent pas les faits aux forces de l'ordre. Quelquefois, c'est 3 fois sur 4 que ces victimes expliquent avoir renoncé à passer la porte du commissariat parce que cela n'aurait servi à rien ou parce qu'elles préféraient trouver une autre solution. Voilà où nous en sommes. Celles qui s'y rendent, finalement, ne portent pas plainte dans 4 cas sur 10. Enfin, s'il y a des condamnations, c'est près de 70% des plaintes pour violences sexuelles qui sont classées sans suite. Ce sont les chiffres. Alors, pour celles qui ont à vivre un procès, c'est une épreuve traumatisante. Monsieur le ministre, les victimes ont le courage de parler, de porter plainte, mais sommes-nous là vraiment pour les accompagner? L'enfer du dépôt de plainte, les risques de revictimation en cours de procès, l'ampleur inexplicable des classements sans suite, les difficiles façons d'accompagner les victimes, l'insuffisante, voire l'inexistante prévention. Bref, le chantier est immense. La justice doit se réinventer face aux violences sexuelles et à ce titre, nous soutenons collectivement les propositions qui ont été présentées jeudi dernier par les associations féministes pour améliorer l'ensemble du parcours judiciaire des victimes, de la plainte au procès en passant par l'enquête. Monsieur le ministre, j'aurais plusieurs questions. Ma première porte sur les moyens. On ne peut que s'inquiéter de l'indigence des moyens de la justice dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Sachez que nous avons plaidé lors de l'examen du budget et de nos auditions ministérielles pour une hausse significative. Par ailleurs, et je m'adresse ici à l'ancien président de la Commission des finances et ancien premier président de la Cour des comptes, il est tout à fait dommage que la budgétisation intégrant l'égalité ne soit pas appliquée dans votre ministère, comme dans beaucoup de ministères. Nous avions porté ces éléments il y a 2 ans dans notre délégation, obtenu des avancées importantes auprès du ministre des Comptes publics, mais on ne voit pas la retranscription et la mise en œuvre au sein du gouvernement. Et donc, il est plus que temps de passer à cette mise en œuvre. D'autres pays le font depuis longtemps et c'est toujours un élément très structurant du point de vue financier de savoir quelles sont les politiques publiques qui contribuent à faire grandir l'égalité entre les femmes et les hommes ou non. Dans le document de politique transversale égalité, il est écrit, je cite, qu'il n'est pas possible d'isoler les crédits spécifiques à la politique transversale tant l'ensemble des moyens consacrés par le programme 166 y concourt. Nous ne savons pas à quoi sont employés les 5 millions d'euros qui sont cités dans le document. Du coup, sans données fiables, comment pouvons-nous évaluer la pertinence de nos politiques publiques sur le sujet des indicateurs? Il est temps que nous puissions avancer. Toujours sur les moyens, les cours criminelles départementales, elles ont été généralisées par la loi de 2021 pour améliorer le traitement des procédures dans un délai raisonnable. Elles jugent
à 81% des affaires de viol. Or, faute de moyens suffisants, ce qui se justifiait par un besoin d'efficacité se transforme, selon les associations qui nous alertent, en forme de justice parallèle pour les viols, sans compter la correctionnalisation qui n'a pas disparu alors que c'était censé combattre en fait ce fait-là. Enfin, sur les moyens encore, le soutien apporté aux associations qui accompagnent les victimes est encore insuffisant. Donc ma dernière série de questions porte sur le changement de paradigme dont nous avons besoin. Le projet Mazan nous le montre tous les jours. On voit bien que les violences sexuelles, elles sont enracinées dans la culture du viol. Or, il faut évidemment finir avec la culpabilisation des victimes, en finir avec le « il y a viol et viol » insupportable. Et oui, la plupart du temps, les victimes connaissent leur agresseur. Oui, la majorité du temps, elles ne se débattent pas, ne résistent pas. Oui, les victimes sont sidérées, elles sont traumatisées et leur trauma se retourne contre elles souvent quand elles portent plainte. Concernant les violences sexuelles dans un cadre familial, conjugal, les plus fréquentes en réalité, mais pas trop mal identifiées, réprimées, quels sont les moyens supplémentaires mis en place par votre ministère ? Deuxièmement, nous sommes sans cesse interpellés par les associations et les victimes sur les lacunes des magistrats, de la formation des magistrats, même si les choses ont beaucoup évolué, y compris dans les forces de police, sur la question de la formation des magistrats. Cette formation, elle existe, mais manifestement, le contenu n'est plus adapté aux situations qu'on connaît aujourd'hui. Et plus largement, toutes les victimes, elles dénoncent la victimisation secondaire qu'elles ont subie lors de l'enquête ou lors du procès ou à un moment donné du verdict. Alors, le parcours judiciaire, il coûte aux victimes financièrement, physiquement, mentalement. Ce sont souvent des décompensations psychiques ou des suicides par centaines. 8 requêtes ont été portées contre la France auprès de la CEDH pour mauvais traitement et idéologie sexiste. Il est donc temps de prendre cette question au sérieux en améliorant les conditions de dépôt de plainte, d'enquête, de jugement, en améliorant l'information des victimes qui est quasi inexistante. Troisièmement, vous le savez, notre délégation aux droits des femmes travaille depuis 1 an sur la définition pénale du viol. Nous allons rendre nos conclusions avec ma co-rapporteure Marie-Charlotte Garin. Nous y annexerons une proposition de loi que nous souhaitons à la fois protectrice, évidemment, pour les victimes, et nous souhaitons cette démarche transpartisane. Nous savons que la définition du viol à elle seule n'est pas une solution magique. Elle est une étape pour autant essentielle pour changer de paradigme et lutter contre le chiffre noir des viols non poursuivis ou impunis. Vous êtes déclaré favorable à une réforme. De votre point de vue, quel en serait le contenu ? Enfin, j'aimerais vous interroger sur la porosité entre les violences en ligne et les violences physiques. Je pense évidemment au procès de Mazan, où le recrutement des mises en cause par Dominique Pellicot avait lieu en ligne. Je pense également à l'influence d'une pornographie ultra-violente sur le passage à l'acte, contenant des scènes de violence, voire de torture, visionnées par des enfants de plus en plus jeunes. Je souligne d'ailleurs la montée en flèche des viols qui sont commis par les 15-17 ans. Et je pense enfin à la prostitution des mineurs qui a lieu principalement en ligne. Il y a eu de nombreux groupes de travail, des rapports rendus sur ces différents sujets. Il y avait même, lors du projet de loi sur la régulation de l'espace numérique, nous avions obtenu des expérimentations pour les retraits de contenu. Nous aimerions en savoir un peu plus sur le suivi de ces initiatives. Et je terminerai sur ce point. Une grande majorité des victimes, je dirais même un nombre important d'hommes, de femmes, n'ont plus confiance finalement en la justice pour répondre aux violences sexistes et sexuelles. Il est de notre responsabilité collective d'agir. Alors, sans plus tarder, mais je vous laisse la parole, peut-être pour une dizaine de minutes, et ensuite nous aurons les oraisons de chaque groupe. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je suis heureux d'être auditionné aujourd'hui par la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale et d'évoquer le traitement judiciaire des violences faites aux femmes.
Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, la lutte contre les violences faites aux femmes est devenue une cause majeure dans notre société. Les débats organisés à l'occasion de cette semaine mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes l'illustrent. Je l'ai affirmé dès que j'ai présenté ma feuille de route devant la commission des lois. J'ai la conviction profonde que la justice doit prendre, bien sûr, toute sa place dans ce combat primordial qui est aussi un combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai pu mesurer hier encore lors de mon déplacement à la cour d'appel de Poitiers, comme j'avais pu le faire d'ailleurs au niveau de la cour d'appel de Versailles, la mobilisation pleine et entière des juridictions dans cette lutte, leur capacité à innover pour mieux prévenir, détecter et sanctionner les violences intrafamiliales. Et le chemin parcouru par l'institution judiciaire ces dernières années est immense et nous pouvons collectivement en être fiers, même s'il reste bien sûr encore beaucoup à faire. Votre délégation le sait, les femmes ne sont pas seulement victimes de violences, elles sont victimes d'ultra-violence. Les constats médico-légaux sur les cadavres de femmes victimes de féminicide montrent que les violences dépassent celles qui suffisent à tuer. Ce n'est pas un seul coup de couteau qui est porté, mais le plus souvent 20, voire davantage. Et sur la diversité des modes opératoires, ces mêmes constats nous apprennent que le meurtrier utilise plusieurs types de violences: strangulation, défenestration, coup de feu et crémation, étouffement et noyade. Et l'acharnement visible sur les corps révèle qu'il ne s'agit pas uniquement d'ôter la vie, mais d'anéantir l'autre. Or, je le répète, aucune société civilisée ne peut le tolérer. Le XXIe siècle ne peut plus, ne doit plus être celui de la domination de l'homme sur la femme, et le ministère de la Justice souhaite prendre toute sa part dans ce combat de société. Lorsque des violences intrafamiliales sont commises, nous le savons, les enfants sont aussi en première ligne, soit parce qu'ils assistent aux violences commises sur leurs parents et en sont donc victimes, soit parce qu'ils sont également des cibles directes et ils doivent être protégés. Les chiffres de la protection de l'enfance le montrent, les violences ne cessent de croître depuis 10 ans, qu'il s'agisse de violences sexuelles ou plus largement de tout type de violence. Et là aussi, il est urgent d'agir. La justice est l'institution qui sanctionne, elle doit aussi plus que jamais être celle qui protège. Et le ministère de la Justice fera tout pour y parvenir. Les juridictions se sont emparées des outils de protection que nous leur avons donnés. Quelques résultats sont là. Si le combat contre les violences intrafamiliales est loin d'être gagné, je veux dire aujourd'hui que beaucoup a été fait, tant en matière de prévention que de répression. Au 28 octobre 2024, 837 bracelets anti-rapprochement sont actifs et 2329 l'ont été, soit 3166 mesures ordonnées depuis la mise en œuvre de ce dispositif. En 2023, le nombre de drames évités grâce aux bracelets anti-rapprochement a été multiplié par 3. 3634 interventions des forces de sécurité intérieure étaient ainsi recensées en 2022 contre 10 500 en 2023. Et je veux ici remercier les policiers, les gendarmes, car leur mobilisation est bien sûr essentielle. Les téléphones graves dangers ont eux aussi permis d'éviter près de 2500 drames en 2022. 4531 téléphones ont été attribués en 2023, soit une hausse de 523% par rapport à 2020. Et à l'heure où je vous parle, 5993 téléphones de ce type sont déployés contre 976 en 2020. Les ordonnances de protection ont quant à elles permis de sauver des vies. 3997 ordonnances de protection ont été prononcées en 2023, soit 2605 ordonnances de plus qu'en 2017. Et cette hausse s'explique par la meilleure connaissance de ce dispositif par les associations, les avocats et les justiciables. 97% de ces ordonnances sont prononcées à la demande des femmes, dont la moitié a moins de 39 ans. Et en 2023, 70% des demandes d'ordonnance de protection ont été acceptées. Surtout, l'efficacité de ces ordonnances réside dans la réactivité de l'institution judiciaire. Là encore, l'investissement des professionnels doit être souligné. Alors que les ordonnances de protection étaient prononcées en 42 jours, elles le sont désormais en 6 jours.
Surtout, la loi du 3 juin 2024, dont l'entrée en vigueur est prévue début 2025, a créé l'ordonnance provisoire de protection immédiate, dont la création était soutenue par votre délégation. Et ce nouveau dispositif permettra, dans les situations les plus préoccupantes, c'est-à-dire en cas de violence et de danger grave et immédiat vraisemblable, de prononcer une ordonnance de protection dans un délai de 24 heures, et cela de façon non contradictoire. Par ailleurs, la loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille constitue une avancée majeure afin de rétablir une justice patrimoniale. Le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences conjugales doivent être menés sur tous les fronts, au pénal bien sûr, en droit de la famille, mais aussi en matière patrimoniale et fiscale. Vous le voyez, le traitement judiciaire des violences faites aux femmes investit tous les champs, et cette volonté de mettre en place une approche globale a justifié la création des pôles vifs dans toutes les juridictions, tribunaux et cours d'appel. Effective depuis le 1er janvier 2024, cette réforme est, je crois, très bien accueillie dans les juridictions, et à ce jour, 96% des juridictions disposent d'un tel pôle. Cette création répond en outre à l'une de vos recommandations et permet de consacrer l'articulation indispensable entre les procédures civiles et pénales grâce à une organisation dédiée et spécialisée. J'espère par ces propos introductifs vous avoir convaincu de ma mobilisation, de celle du ministère de la Justice et de celle de l'autorité judiciaire dans la lutte contre les violences faites aux femmes, et j'entends désormais répondre aux interrogations que vous avez exprimées dans vos propos liminaires. Alors, sur les chiffres relatifs aux victimes, j'entends votre interrogation sur l'absence d'une méthode unique de décompte des victimes, particulièrement des victimes décédées. Et je veux vous dire que cette divergence de chiffres non seulement s'explique, mais doit se surmonter. Le ministère de la Justice comptabilise l'ensemble des homicides conjugaux portés à sa connaissance, commis à l'encontre de femmes et d'hommes. Il ne comptabilise pas les faits commis sur une femme en raison de son genre, sans qu'il y ait la préexistence d'une relation de couple. C'est la notion d'homicide conjugal. Ces chiffres ne recoupent pas la notion de féminicide, qui, quoique parlante, n'est pas juridique. Ainsi, le ministère de la Justice dénombre depuis le 1er janvier 2024 102 victimes d'homicide conjugal, parmi lesquelles figurent 84 femmes. Or, ce chiffre peut différer, comme vous l'avez souligné, de ceux fournis par le ministère de l'Intérieur et les associations. Cela s'explique par le fait qu'il s'appuie sur une qualification pénale mentionnant la circonstance aggravante de la conjugalité, notamment celle retenue par le juge d'instruction, et que sont exclues les relations qui ne recoupent pas la notion de conjugalité. Sur l'absence d'accompagnement des victimes, je vous ai entendu évoquer cette absence. Si cet accompagnement est perfectible, il ne saurait être qualifié d'absent. Je ne peux que rappeler les efforts majeurs entrepris ces dernières années par le ministère pour mieux accompagner les victimes. La lutte contre les violences intrafamiliales est en effet une priorité forte de la politique d'aide aux victimes et bénéficie de l'appui de près de 200 associations qui sont conventionnées par le ministère de la Justice. Les subventions orientées en ce sens par les cours d'appel et juridictions vers les associations couvrent aujourd'hui pour près de 37% le suivi des victimes de violences intrafamiliales. Dans le cadre du PLF 2025, j'ai sollicité une hausse de 10% du budget alloué aux associations d'aide aux victimes, soit 51 millions d'euros pour l'année 2025. Outre la hausse significative d'attribution des téléphones grave danger et des bracelets anti-rapprochement et l'augmentation constante de la délivrance des ordonnances de protection, je veux aussi rappeler les nombreux dispositifs déployés en faveur des victimes qui illustrent notamment notre détermination à les protéger, à prévenir les violences et à les accompagner en amont, pendant et après l'enquête lorsqu'une infraction est commise. L'évaluation individuelle du besoin de protection permet d'évaluer les besoins spécifiques de la victime en matière de protection. Elle est réalisée par une association et le procureur de la République s'y réfère pour décider des mesures de protection adaptées. L'aide aux victimes en urgence déclenchée par les parquets permet d'apporter une réponse
à la souffrance de la victime et de limiter l'impact traumatique. Le recueil de plaintes à l'hôpital que le Premier ministre entend généraliser, comme il l'a annoncé hier, constitue aussi une modalité d'accompagnement des victimes. L'aide spécifique apportée aux mineurs victimes, le décret du 23 novembre 2021 a créé le statut de victime des enfants exposés aux violences intrafamiliales et a renforcé sa protection. L'hospitalisation systématique et immédiate de l'enfant présent sur les lieux d'un homicide conjugal permet une prise en charge plus efficace des mineurs, au plus près du traumatisme. Enfin, les parcours d'accompagnement des victimes mineures en juridiction constituent aussi une avancée dans la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales. Ce parcours, intitulé PAMIVI, est un accompagnement renforcé du mineur, victime tout au long de la procédure pénale et centré sur les besoins spécifiques du mineur. Et je pourrais, si vous l'estimez utile, préciser ultérieurement les contours de ce dispositif. Évoquer les moyens de la justice dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est évoquer les moyens budgétaires consacrés à cette lutte. Le budget annuel de l'aide aux victimes consacré aux victimes de violences intrafamiliales en constante augmentation a plus que doublé entre 2020 et 2024, passant de 8 millions à 17,2 millions d'euros. Les moyens, ce sont aussi les moyens humains. Et je veux souligner les efforts réalisés par le ministère de la Justice dans ce domaine. Ainsi, au 31 octobre 2024, 65 attachés de justice se consacrent à temps plein à la gestion des dossiers de violences intrafamiliales et 101 contractuels de catégorie A occupent des fonctions de chargés de mission vifs. Ce sont près de 170 personnes, soit au moins une par tribunal judiciaire. Le déploiement d'outils, notamment le système informatisé de suivi des politiques pénales prioritaires, dit SISTOP, se traduit par un changement de paradigme dans la lutte contre les vifs en permettant aux professionnels une approche par individu et non plus par dossier. Le renforcement des moyens passe également par une meilleure organisation des juridictions avec la création de ces pôles vifs que j'ai déjà évoqués, mais aussi l'organisation des filières d'urgence dans les tribunaux qui ont permis la spécialisation des magistrats. Et cette spécialisation des magistrats, aussi bien pour les magistrats que pour les greffiers, les attachés de justice et contractuels, est aujourd'hui une réalité. Alors, j'ai entendu dans vos propos les critiques relatives aux lacunes dans la formation des professionnels. Ces critiques compréhensibles il y a plusieurs années, même si nous pouvons encore faire beaucoup, je les trouve aujourd'hui un peu sévères, compte tenu des efforts majeurs entrepris dans ce domaine. Les 4 écoles du ministère de la Justice, l'École nationale de la magistrature, l'École nationale des greffes, l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse et l'École nationale de l'administration pénitentiaire se sont en effet pleinement investies dans la formation des professionnels en matière de traitement de ces violences intrafamiliales. Les formations qu'elles proposent permettent une appréhension générale de la problématique vif. Ainsi, au-delà des dispositifs judiciaires et du droit applicable en la matière, la formation porte sur les aspects historiques, sociologiques et psychologiques des violences faites aux femmes. Les auditeurs de justice, soit 500 élèves magistrats par an, sont formés à la prise en compte de ces violences intrafamiliales. Les magistrats, greffiers, attachés de justice et contractuels ont par ailleurs été massivement formés à ces problématiques dans le cadre de la formation continue. Et en 2024, 2310 d'entre eux ont ainsi suivi une formation au traitement judiciaire des violences intrafamiliales. À ces formations s'ajoutent les colloques et les séminaires organisés localement par les cours d'appel en lien avec les associations et tous les intervenants locaux. Enfin, pour la première fois en 2024, l'ENM a lancé le cycle approfondi violences intrafamiliales qui permet aux magistrats de suivre sur une année une formation sur les spécificités de violences intrafamiliales, leurs impacts sur les victimes, le profil des auteurs et le traitement judiciaire adapté. Afin de prendre en charge les auteurs de violences conjugales et de prévenir la récidive, 2205 élèves de l'ENAP ont été spécifiquement formés en 2024, tandis que 920 personnels pénitentiaires ont participé aux 7e Journée internationale de la recherche en milieu pénitentiaire sur le thème de la prise en charge des auteurs de violences conjugales.
un effort considérable a donc été déployé pour renforcer la formation des professionnels. Je m'associe évidemment pleinement à vos propos sur la nécessité d'en finir avec le « il y a viol et viol ». La justice est pleinement engagée, je crois l'avoir démontré, dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce point. Il est incompréhensible pour nos concitoyens qu'on se refuse, par principe, à introduire la notion de consentement dans la définition textuelle du viol. Il y a néanmoins des enjeux très lourds à la clé. Ne pas inverser la charge de la preuve sur les auteurs, ne pas mettre les victimes dans une situation encore plus difficile en focalisant le procès sur leur comportement, ne pas créer d'insécurité juridique pour tout le monde. C'est un sujet important qui mérite, je le crois, un regard transpartisan. Et je salue la méthode transpartisane qu'a retenue votre délégation pour avancer sur ce sujet. Et vous savez que la chancellerie est tout à fait prête à vous accompagner pour une rédaction. Le nombre de condamnations de majeurs pour viol a augmenté de 30% depuis 2017, passant de 960 en 2017 à 1260 en 2022. Le nombre de condamnations de majeurs pour agression sexuelle était de 5617 en 2017 et de 7485 en 2022. La progression est encore plus importante s'agissant des condamnations pour viol incestueux commis sur un mineur. Elle est de 129% entre 2017 et 2021, passant de 177 à 405. Et les condamnations pour agression sexuelle incestueuse ou atteinte sexuelle incestueuse ont progressé de 91%, passant de 675 à 1290. Un dernier chiffre sur le niveau des peines prononcées en matière de viol, qui est de 11 ans en moyenne, soit l'un des plus importants d'Europe. Ces chiffres illustrent l'action de la justice à poursuivre et condamner les auteurs de tels faits. Vous m'avez enfin interrogé sur la porosité entre les violences en ligne et les violences physiques et avez souligné la montée en flèche des viols commis par les 15-17 ans, ainsi que la prostitution des mineurs qui a lieu principalement en ligne. La loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique du 21 mai 2024 a confié à l'Arcom, vous le savez, des pouvoirs étendus pour le respect effectif de la majorité légale pour l'accès aux sites pornographiques. L'Arcom dispose désormais d'un pouvoir de blocage administratif des sites pornographiques qui contreviennent au respect de la majorité légale. Le ministère de la Justice est lié depuis plusieurs années par une convention de partenariat avec e-Enfance. Et cette association reconnue d'utilité publique a pour objet la protection de l'enfance sur Internet, comprenant tous les usages du numérique. Elle sensibilise enfants, parents et professionnels aux usages et aux risques du numérique. Elle gère la plateforme liée au numéro 3018, le numéro unique d'assistance consacré à la lutte contre les violences en ligne envers les mineurs. Au début du mois, au terme d'un processus de sélection entamé en juin, l'Arcom a désigné e-Enfance pour être le tout premier signaleur de confiance français, statut créé par le Digital Service Act, et les plateformes seront désormais tenues de traiter en priorité les demandes de retrait de contenu provenant de cette association de protection des mineurs sur Internet. Alors, beaucoup reste à faire en matière de lutte contre les violences en ligne, mais les services d'enquête et les magistrats sont pleinement mobilisés et les résultats judiciaires nombreux. Le démantèlement début novembre 2024 d'un réseau international de pédophilie par la section cyber du parquet de Paris en est l'illustration. Enfin, je voudrais souligner l'engagement du ministère de la Justice en interne dans la mise en œuvre de l'accord signé le 25 juin 2024 avec les représentants syndicaux relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui comporte un axe 4 important, innovant, consacré à la lutte contre les violences intrafamiliales, l'information et la sensibilisation du personnel, la diffusion d'un guide de sensibilisation, la mise en place de mesures d'accompagnement des personnels victimes de vivre dans leur démarche pour trouver un logement d'urgence en lien avec les départements des ressources humaines et de l'action sociale positionnés dans les délégations interrégionales du secrétariat général.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, voici ce que je souhaitais vous exposer pour vous montrer la mobilisation du ministère de la Justice dans toutes ses composantes en matière de traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Je suis maintenant à votre disposition pour répondre aux questions que vous souhaiteriez me poser. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez beaucoup détaillé finalement les violences plutôt conjugales, intrafamiliales. Il y a aussi beaucoup de violences en dehors du cercle familial et ce sera peut-être l'occasion de revenir sur ces sujets-là. Nous passons aux orateurs de groupe et pour commencer, pour le groupe Ensemble pour la République, Julie Delpech. C'est bon ? Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci de votre présence et puis merci pour votre exposé complet. Vous avez rappelé l'ensemble des avancées, bien qu'elles soient perfectibles, des dispositions d'accompagnement des victimes. L'ordonnance de protection, vous en avez parlé, et l'aide universelle d'urgence en font partie. Ce sont des outils essentiels pour protéger les victimes de violences conjugales. Cependant, leur accès reste souvent conditionné à des démarches pouvant être perçues à juste titre comme dissuasives, particulièrement pour des personnes en situation de détresse. Si le dépôt de plainte n'est pas obligatoire pour bénéficier d'une ordonnance de protection, il reste en pratique un critère déterminant pour établir la vraisemblance des violences. Quant à l'aide universelle d'urgence, elle reste conditionnée à une ordonnance de protection, un dépôt de plainte ou un signalement au procureur. Or, porter plainte demeure une étape éprouvante puisque 80% des victimes de violences sexuelles ne signalent pas les faits selon le ministère de l'Intérieur. Les freins sont nombreux, la peur des représailles, le sentiment de honte ou de culpabilité, la crainte de ne pas être cru ou encore le manque de confiance en la justice. Comment leur en vouloir ? On sait qu'aujourd'hui, 86% des affaires de violences sexuelles et 72% sont classées sans suite. À cela s'ajoutent des témoignages inquiétants qui rapportent encore des cas de refus de prise de plainte ou des tentatives de dissuasion de la part des forces de l'ordre. Pour les femmes les plus vulnérables, je pense aux migrantes, aux personnes transgenres ou aux travailleuses du sexe, ces obstacles s'ajoutent à des discriminations systémiques telles que le racisme, la transphobie ou encore la négation de leur vécu. Certaines voient même leur droit de porter plainte bafoué. Si des progrès ont été réalisés, comme vous l'avez rappelé, notamment dans la formation des forces de l'ordre, et il faut le dire, et la mise en place des permanences pour les dépôts de plainte au sein des hôpitaux, comme vous l'avez rappelé, et qui sera généralisée dans les 377 établissements d'ici la fin 2025, ces initiatives indispensables restent insuffisantes car trop de victimes continuent de se sentir jugées ou abandonnées. À ce titre, je tiens à saluer à mon tour l'initiative de la Coalition féministe pour une loi intégrale contre les violences sexuelles, qui a présenté donc 140 recommandations ambitieuses pour améliorer la prévention, l'accompagnement et le parcours judiciaire des victimes. Ce travail collectif, porté par 63 organisations, souligne l'urgence d'une action globale. Dans ce contexte, quelles mesures concrètes pourriez-vous envisager pour garantir un accès simplifié aux dispositifs de protection et un accompagnement renforcé, en particulier pour les femmes les plus vulnérables qui font face à des discriminations supplémentaires dans leur quête légitime de justice ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le Rassemblement national, Marie-France Leroux. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues. À l'occasion de votre déplacement à Poitiers, dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, vous avez déclaré « La justice s'organise pour que le sujet des violences sexuelles soit considéré comme prioritaire ». Notre système judiciaire protège par ses décisions les femmes qui subissent de grandes violences. Protéger les femmes, c'est apporter une réponse judiciaire ferme à leur agresseur. Si l'on en croit le bilan 2023 du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, en 2023, 13% des étrangers sont mis en cause pour des violences sexuelles élucidées. Ils représentaient 43% des mis en cause pour violences sexuelles commises dans les transports en commun, soit un gain de 1 point par rapport à 2016. Et 60% des mis en cause en Île-de-France, soit un gain de 10 points par rapport à 2016. Monsieur le ministre, quelle réponse judiciaire entendez-vous proposer pour freiner ce phénomène alarmant ? Par ailleurs, entendez-vous déployer, comme vous l'avez annoncé dans le cadre du plan de lutte contre le narcotrafic, de nouvelles ressources humaines pour augmenter l'entraide judiciaire dans notre pays et les pays d'origine des étrangers visés par de telles accusations ?
Je m'interroge en second lieu sur les mesures judiciaires qui pourraient être prises à l'encontre des demandeurs d'asile déboutés et sortis du dispositif national d'asile. Ces personnes représentent aujourd'hui, si l'on en croit la Cour des comptes, 40 à 60% des 203 000 occupants du parc d'hébergement d'urgence généraliste de l'État. Ne serait-il pas judicieux d'apporter une réponse judiciaire ferme aux personnes déboutées pour que les femmes sujettes aux violences, notamment conjugales, puissent occuper ces places d'hébergement d'urgence? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour la France Insoumise, Gabriel Catala. Merci Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, vous vous êtes dit personnellement favorable à l'inscription de la notion de consentement pour la définition pénale des infractions de viol et d'agression sexuelle. Ensuite est venu le tour de Madame Salimassa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui elle aussi s'est prononcée la semaine dernière pour cette inscription dans la loi en demandant que ce soit écrit explicitement. Ce matin encore sur Sud Radio, Yael Braun-Pivet, présidente de notre Assemblée, déclarait qu'il faut avancer là-dessus et ajouter « Je pense que cela peut être inscrit à l'ordre du jour ». Cela tombe à pic car la présidente le sait très bien, elle connaît l'ordre du jour de notre Assemblée et notre proposition de loi sur l'inscription de la notion de consentement est à l'ordre du jour ce jeudi dans moins de 48 heures après l'examen de l'abrogation de la retraite à 64 ans adopté mercredi dernier en commission des affaires sociales. La retraite à 64 ans, une réforme contre les femmes sur laquelle des groupes de la minorité présidentielle, dont des députés prétendument féministes, ont déposé près de 1000 amendements plus ridicules et outranciers les uns que les autres pour éviter tout vote sur le sujet et également tout vote sur le sujet suivant qui est celui du consentement. Un vote sur le consentement qu'il y a 6 jours, les groupes macronistes n'ont pas soutenu, certains ont voté contre, d'autres se sont abstenus. Nous pensons que la question du consentement mérite autre chose que des pirouettes et des fausses promesses. Ma question est donc simple. Quelle est la position exacte du mal nommé socle commun sur l'inscription de la notion de consentement dans la loi ? Pourquoi n'apportez-vous pas dès à présent quelques améliorations rédactionnelles sur la proposition de loi que nous avons déposée, puisque votre gouvernement est favorable à cette inscription dans la loi et que nous pouvons en discuter dès jeudi si nous avons le temps de le faire, puisque, comme je le rappelais à l'instant, la proposition de loi sur les retraites est obstruée. Ensuite, s'agissant du budget, vous le savez, ce n'est pas nouveau, les associations demandent 2,6 milliards pour lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles. 300 millions concernent votre ministère, le ministère de la Justice. Et à ce sujet, nous avons remporté un très grand nombre d'amendements en commission des finances. 36,6 millions pour augmenter l'aide juridictionnelle et financer l'assistance des victimes de violences conjugales par un avocat dès le dépôt de plainte. 36 millions pour le recrutement de plus de 600 magistrats supplémentaires spécialisés sur les VSS. 1 million pour la formation obligatoire continue sur les questions de violences sexistes et sexuelles des magistrats. Nous ne nions pas que des améliorations ont été faites, mais en matière de formation continue, cette formation n'est pas obligatoire et elle peut être améliorée. 3,3 millions pour financer 1500 téléphones grave danger supplémentaires, 2,7 millions pour financer l'extension de la prime Ségur. S'agissant de cette prime, les CIDFF ont besoin des financements et rien n'est prévu dans le budget accès aux droits pour compenser la prise en charge de cette prime Ségur par les associations. Ma deuxième question est donc la suivante. Est-ce que vous allez respecter la volonté des dizaines de milliers de femmes qui ont marché dans la rue samedi dernier contre les féminicides et les violences patriarcales, conserver en conséquence ces amendements que nous avons remportés sur le budget dans le budget final pour l'année 2025 et laisser ou non les CIDFF disparaître puisque certains ne peuvent pas faire face au paiement de cette prime Ségur. Merci. Oui, pour les démocrates, Delphine Lingman. Merci Madame la Présidente. Au nom du groupe démocrate, je vous remercie Monsieur le garde des Sceaux de vos propos liminaires qui reprennent les avancées en matière de violence faites aux femmes. Alors vous êtes essentiellement intervenu sur les violences dans le milieu familial, mais l'arsenal législatif ne couvre pas, il y a d'autres violences subies par les femmes, notamment dans leur milieu professionnel, et cet l'arsenal juridique existant ne couvre pas l'ensemble de ces violences. Alors récemment, l'Ordre des médecins a publié une enquête sur les violences sexistes et sexuelles en milieu médical, et les chiffres sont très inquiétants. 54% des médecins ont eu connaissance de violences sexuelles ou sexistes commises par un autre médecin.
que la victime soit un patient, un professionnel ou une autre personne. Et 49% des femmes médecins déclarent avoir été victimes de violences sexistes ou sexuelles de la part d'un autre médecin. Alors ces chiffres soulèvent des inquiétudes importantes quant à la sécurité à la fois des femmes médecins, mais aussi celle des patientes. Et pour répondre à ces inquiétudes, l'Ordre des médecins, qui est responsable de la régulation de la profession médicale, n'a pas les moyens actuellement d'examiner les antécédents judiciaires des praticiens. Alors, l'Ordre des médecins n'a pas non plus accès au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes lors de l'inscription d'un médecin. Et en l'absence d'un accès direct à ce fichier, cet ordre est donc dans la capacité de prendre des décisions qui soient assez justes. Alors, je comprends aussi la mesure et l'importance d'avoir ou pas accès à ce fichier. Des décisions parfaitement éclairées sur l'inscription, le maintien d'un praticien dans ses rangs. Alors, monsieur le garde des Sceaux, que pensez-vous pour envisager de modifier le code de procédure pénale afin d'étendre peut-être cet accès sous certaines conditions? Évidemment, il faut vraiment encadrer cet accès, on est entièrement d'accord dessus, de ce fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes à l'ordre des médecins. Mais dans quel cadre, comment bien l'encadrer? Il y a quand même des réponses à apporter, en tout cas, à ces violences sexuelles et sexistes dans le milieu professionnel. Merci. Pour les Républicains, Virginie Duby-Muller. La droite républicaine. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, en premier lieu, en cette semaine de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, je vais avoir une pensée pour toutes les femmes victimes de violences. Selon le rapport annuel de la mission interministérielle pour la protection des femmes, 93 femmes ont été victimes de féminicide en 2023. Les associations, comme nous toutes, ont d'autres chiffres plus élevés selon elles. 136 féminicides ont eu lieu en 2023. Quel que soit le comptage, ce sont des drames humains qui nous bouleversent tous et témoignent d'un phénomène préoccupant. Je vais pas revenir sur les chiffres précisés dans le rapport, mais en Haute-Savoie, 80% des faits désormais relevant du pénal et qui sont signalés à la police ou à la gendarmerie relèvent des violences conjugales. Pour lutter contre ces situations qui nous révoltent, le Premier ministre Michel Barnier a fait un certain nombre d'annonces. Augmentation de l'aide universelle d'urgence, élargir le dispositif du dépôt de plainte des femmes victimes de violences sexuelles dans un hôpital doté d'un service d'urgence ou gynécologique, déploiement dans chaque département d'une maison des femmes avant la fin 2025 et un plan de lutte aussi contre la soumission chimique. J'avais donc plusieurs questions. La première porte sur la loi soutenue par notre groupe en 2019 et qui avait été portée par notre collègue Aurélien Pradié concernant la généralisation des bracelets anti-rapprochement. Selon votre prédécesseur, M. Dupond-Moretti, en 2023, le nombre de drames évités grâce à ce bracelet a été multiplié par 3, passant de 3 634 en 2022 à près de 10 500 interventions des forces de l'ordre. On estime à environ 1000 le nombre de ces bracelets. Un autre dispositif, et vous l'avez rappelé, ce sont les téléphones grave danger qui ont permis là aussi d'éviter des drames. Leur nombre là a été multiplié par 5 entre 2020 et 2022. Concernant donc ces dispositifs, pouvez-vous nous rappeler donc les chiffres de l'année en cours et comptez-vous élargir ces dispositifs qui sauvent des vies? Ma deuxième question concerne une inauguration que nous allons avoir en Haute-Savoie au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Il s'agit d'un pôle violence intrafamiliale. C'est un dispositif qui a été mis en place au début de l'année et il a un triple objectif pour cette juridiction spécialisée: mieux détecter les violences intrafamiliales, mieux prendre en charge les victimes et mieux les protéger. Et avec la mise en place de magistrats coordonnateurs spécialement formés aux violences intrafamiliales, ces pôles doivent permettre un meilleur partage des informations, une action coordonnée et rapide de l'ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire, mais aussi des forces de l'ordre, des associations d'aide aux victimes, les soignants, etc. C'est évidemment essentiel pour mieux protéger les victimes. Et je souhaiterais savoir si vos services disposent d'un premier bilan lors de la mise en place de ces premiers pôles judiciaires spécialisés. Et évidemment, nous nous réjouissons avec ma collègue de Haute-Savoie de pouvoir en disposer un à Thonon qui sera officiellement inauguré ce vendredi. Enfin, dernier point, j'avais déposé avant la dissolution une proposition de loi concernant le fait de rendre imprescriptibles les crimes et délits sexuels contre les mineurs. Un travail commun devait être initié avec le cabinet de votre prédécesseur et je souhaiterais savoir si vous étiez ouvert sur cette proposition qui était issue du rapport de la Civise. Je vous remercie.
Merci, chers collègues. Pour les socialistes apparentés, Céline Thiébaut-Martinez. Merci Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, je vous remercie pour votre intervention et les nombreux chiffres que vous avez communiqués sur les avancées de votre ministère depuis 2017. Moi, je voudrais revenir sur la loi de programmation pour 2023-2027 qui prévoyait la création de 10 000 emplois. Je voudrais savoir où nous en sommes, puisqu'en tant que co-rapporteur du budget et en tant que membre de la commission des lois, je me suis penchée bien entendu sur le budget de la justice. En 2025, dans le budget, vous avez prévu 270 ETP supplémentaires dans le programme justice judiciaire, loin des 1307 qui ont été créés en 2024. Mais surtout, les recrutements que vous prévoyez concernent uniquement des magistrats et des greffiers. Il n'y a pas un seul poste d'attaché de justice. Or, la justice repose sur un écosystème. Les magistrats ne travaillent pas seuls. Les attachés de justice jouent un rôle central pour garantir la qualité des décisions rendues et accélérer les délais de traitement. Selon le syndicat de la magistrature, la France a besoin de tripler le nombre de procureurs et de doubler celui des magistrats du siège, mais aussi de renforcer toutes les équipes qui les entourent. Et on le sait aujourd'hui avec les chiffres qui sont publiés dans la presse à l'occasion de ce 25 novembre, à quel point les femmes sont victimes de cette lenteur de la justice. D'autre part, je voudrais m'attarder sur les victimes qui rencontrent de multiples difficultés pour obtenir la reconnaissance des crimes dont elles ont été victimes. Pour celles qui parviennent à engager une procédure, donc les quelques pourcents dont la plainte n'est pas classée sans suite, la Fondation des femmes a estimé en 2022 qu'une procédure coûtait en moyenne 10 675 €. Les associations font de nombreuses propositions pour faciliter l'accès à une procédure, telle que l'aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte, ou alors la collecte des preuves dans des centres dédiés au moment de la commission du crime ou de l'agression. Que comptez-vous faire ? Les députés socialistes ont porté ces préoccupations dans la deuxième partie du PLF à travers plusieurs amendements, dont la collègue Catala a rappelé un certain nombre de points. Nous avons porté des amendements qui visent à renforcer les effectifs des attachés de justice ou encore des amendements pour accorder plus de crédits au dispositif des TGD. J'ai été d'ailleurs très attentive aux chiffres que vous avez communiqués, puisque dans le budget de la justice actuellement, ce qui est prévu, c'est une augmentation relativement pauvre, pour ne pas dire dérisoire, puisque c'est seulement 4,5 millions d'euros. Un dernier point que j'aimerais aborder, c'est les cours criminelles départementales qui, lors de leur création, devaient assurer l'accès à la justice des femmes. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'intervenants, beaucoup d'associations s'accordent à dire que leur rôle nuit à la justice des femmes. Elles invisibilisent les violences, elles minimisent les crimes. Aujourd'hui, on observe un stock de 2 ans d'affaires, ce qui n'est absolument pas l'objectif fixé initialement, puisqu'elles devaient rendre leurs décisions rapidement. Le bilan est donc assez discutable à ce stade. Vous êtes le garde des Sceaux. Il est évident que vous avez entre vos mains beaucoup de destins, beaucoup de processus de réparation pour des victimes qui attendent, qui espèrent de la justice, que la justice reconnaîtra un jour et à leur juste valeur les violences qu'elles ont subies. Je vous demande ainsi quelles sont les réponses concrètes que vous comptez apporter à quelques jours de la présentation de la loi intégrale. Est-ce que vous allez vous saisir dès à présent de ces propositions qui sont nécessaires à la lutte contre les violences faites aux femmes ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour les écologistes, pour le groupe écologiste et social, Marie-Charlotte Garin. On retourne sous l'ancien mandat, Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je tiens d'abord à saluer votre engagement et votre ouverture sur la question du consentement et de la définition juridique du viol dans notre code pénal. Vous le savez, on mène des travaux au sein de cette délégation dans le cadre d'une mission transpartisane qui devrait aboutir d'ici quelques semaines et on compte sur vous pour soutenir une écriture ambitieuse, bien entendu. C'est pas sur ce sujet que je vais vous interroger aujourd'hui parce que même lorsque nous aurons modifié la loi, finalement nous aurons modifié une petite pierre sur un grand édifice qui est celui de l'impunité dans notre société. Vous nous avez dit, Monsieur le Ministre, que la justice doit prendre toute sa part, qu'aucune société civilisée ne peut tolérer les violences faites aux femmes telles qu'elles existent aujourd'hui dans notre pays. Quand vous nous dites tout cela, Monsieur le Ministre, on entend que beaucoup est fait et on pourrait presque croire que finalement tout va bien dans ce pays. Mais pourtant, aujourd'hui, on entend en tout cas que beaucoup est fait et du coup, moi j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que votre ministère peut faire de mieux
Parce qu'aujourd'hui, on est quand même encore aujourd'hui face à des femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. Vous avez rappelé les chiffres, à 94% des affaires de viol qui sont classées sans suite. Nous, dans les travaux que nous avons menés pour nos auditions, on a pu constater que c'était aussi parfois la roulette russe quand on est victime, en fonction de sur quel juge on tombe, sur quel agent de police on tombe. Et aujourd'hui, je pense qu'on fait quand même le constat unanime que dans l'immense majorité des cas, être une femme victime de violence dans ce pays et faire face à la justice, c'est être sur un parcours de la combattante, très clairement. Parce que les violences sont mal caractérisées, les enquêtes sont insuffisantes, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de formation et de protocoles adaptés, et que la chaîne pénale, elle échoue encore trop souvent à protéger les victimes et à sanctionner les agresseurs. On a des pistes de ce qui fonctionne, les brigades spécialisées, les magistrats formés, les juridictions dédiées qui font leurs preuves là où elles existent. La question, c'est pourquoi est-ce que ces dispositifs sont encore l'exception et pas la règle générale ? Ça a été évoqué par plusieurs de mes collègues. Il y a une grande coalition d'associations féministes qui a défendu une proposition, une réforme d'ampleur avec la loi intégrale. Et dans ces 140 mesures, il y a des propositions très concrètes, dont certaines relèvent directement de votre champ d'action et elles peuvent être mises en œuvre immédiatement par voie réglementaire. Donc je vais donner quelques exemples. Le premier, c'est celui de la systématisation de certains actes d'enquête essentiels comme l'analyse des téléphones et des réseaux sociaux ou les perquisitions pour établir les faits. Le deuxième, c'est l'encadrement strict des expertises judiciaires avec une formation obligatoire et des critères d'accréditation rigoureux pour garantir la compétence et la probité des experts. Et le troisième, c'est l'interdiction systématique des confrontations entre les victimes et les auteurs présumés, sauf demande expresse des victimes. Finalement, ces trois propositions qui sont assez simples et où il semblerait que seul votre courage politique puisse faire la différence, puisque vous pourriez décider dès demain de mettre en place ces mesures. Et Monsieur le Ministre, enfin, je terminerai là-dessus, les lois ne suffisent pas. Ce qui fera réellement la différence, ce sont les moyens humains, financiers et organisationnels. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus ? Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. Nous en avons fini avec les orateurs de groupe. Je vous propose de faire... nous en avons fini avec les orateurs de groupe et je vous propose de faire quelques questions. Ah oui, pardon, exact. Oui. Donc, en tout cas, je souhaitais adosser tout de suite les questions et pardonnez-moi, donc Madame Agnès Firmin-Lebaudot pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, merci pour vos propos. Réagir aux propos de ma collègue sur ce qui s'est passé en commission des lois. Très clairement, la majorité des membres présents était favorable sur le fond, sur le consentement. Un consensus s'est dégagé pour qu'on travaille de façon transpartisane sur un sujet aussi important et qui mérite qu'on s'y penche collectivement et de façon transpartisane, comme la délégation aux droits des femmes est en train de le faire avec la mission qui a été confiée à nous deux parlementaires. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, j'ai deux questions très rapides. La première, de plus en plus, lorsque des maisons des femmes voient le jour, et l'objectif d'une maison des femmes par département a été réaffirmé par Michel Barnier, c'est un engagement qu'avait pris Elisabeth Borne en 2023. La question se pose de fusionner Maison des femmes et UAPED, parce qu'on voit bien que l'intérêt de pouvoir prendre aussi en charge les enfants lorsque les femmes arrivent dans ces maisons des femmes est une question qui se pose. Donc je voulais savoir votre point de vue dessus, puisque l'UAPED revêt de votre délégation. Et puis une autre question, nous avons signé avec Rada Hatem il y a maintenant 1 an, et votre prédécesseur Éric Dupond-Moretti, lorsque j'étais en charge de ce sujet au ministère de la Santé, la possibilité pour les femmes de déposer plainte aussi dans les maisons des femmes et pas uniquement au service des urgences et au service des urgences gynécologiques. Est-ce que 1 an après, vous avez déjà une évaluation sur ce sujet ou est-ce qu'il est encore trop tôt? Est-ce que des femmes signent vraiment les plaintes dans les maisons des femmes? Merci de votre réponse. Merci. Donc cette fois-ci, nous en avons fini avec les orateurs de groupe et je propose donc une question de la part de notre collègue Sarah Legrain. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne savais pas si les questions allaient avoir lieu après un premier round de réponses. Bon, beaucoup de choses ont été abordées, donc j'écouterai avec attention toutes vos réponses, notamment sur les questions budgétaires et sur un certain nombre de mesures, sur la question de la prime Ségur, où on est vraiment interpellé très fort par la Fédération nationale des centres d'information des droits des femmes. Mais je voulais vous demander des précisions sur la question du consentement, bien évidemment, puisque, comme vous le savez, elle est à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et je remercie ma collègue Firmin-Lebaudot de l'avoir mentionné par honnêteté, qu'elle est à l'ordre du jour, qu'elle a été examinée en commission la semaine dernière et que dans cette commission s'est dégagé un large consensus, mais
il y a eu rejet du texte un peu au motif qu'il fallait attendre un autre texte sans qu'on sache ce qu'il fallait mettre dedans. Alors moi j'ai proposé des améliorations rédactionnelles, notamment pour tenir compte des auditions et notamment des échanges que nous avions eus tous les deux et que j'avais eu avec les services de votre ministère, mais j'ai eu en commission en tout cas aucun retour, aucun commentaire sur le texte, aucun amendement rédactionnel, il n'y en a encore aucun déposé pour la séance de jeudi. Et donc il n'y en aura pas. Et donc c'est impossible de savoir ce qui pose problème. Est-ce que ce qui pose problème dans mon texte, c'est le fait de définir le consentement par la volonté libre et éclairée? Est-ce que c'est le fait de préciser qu'il ne se déduit pas de l'absence de résistance? C'est important de savoir s'il y a des éléments dans le texte qui semblent problématiques. Alors j'ai vu que la secrétaire d'État à l'égalité avait déclaré au journal Libération, on va faire un travail de fond, on ne va pas le faire dans la précipitation. Moi, je ne suis pas juriste, c'est la raison pour laquelle c'est au ministère de la Justice et aux spécialistes d'écrire le texte. En parallèle, on entend qu'il y a un texte transpartisan qui pourrait arriver, mais alors du coup, si j'ai bien compris, dans les prochaines semaines, alors bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de travaux réouverts au sein de la délégation aux droits des femmes, en tout cas pas de façon ouverte. Donc j'essaye de mieux comprendre pour vous, en tant que garde des Sceaux, en tout cas, comment vous vous situez en termes de temporalité et en termes de modalité. D'abord, est-ce qu'il y a déjà un texte en fait qui fasse accord, sur lequel vous seriez d'accord, une version qui vous aurait été soumise, et dans ce cas-là, pourquoi ne pas profiter de l'inscription à l'ordre du jour de jeudi sans attendre 2025, parce que sans offense, vous le savez, il y a quand même un fort risque de censure dès le 6 décembre du gouvernement. Donc pourquoi est-ce qu'on n'avance pas avec, y compris des versions qui pourraient être, qui si elles sont validées par le garde des Sceaux, ça permettrait à tout le monde d'avancer. Sinon, est-ce que vous pensez qu'une proposition de loi pour être mise à l'ordre du jour et pour être adoptée, elle doit nécessairement, si ce n'est pas le cas, elle doit nécessairement avoir l'aval du gouvernement? Parce que j'ai entendu l'idée que c'était au garde des Sceaux, enfin c'est Madame Salimassa qui le dit, d'écrire le texte, donc je ne sais pas si c'était une erreur ou pas. Et est-ce qu'en tout cas, à minima, en termes de contenu, parce que je pense qu'il faut rassurer, et notamment rassurer les inquiétudes féministes qu'il peut y avoir sur l'introduction du consentement, en disant on ne peut pas se contenter juste de l'introduire, de mettre non consenti entre virgules. Donc est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y a un engagement du côté du ministère de la Justice et de votre côté à vous, à ce que l'écriture ne soit pas non consentie entre virgules, mais procède bien d'une définition du consentement, comme le demandent les associations féministes, avec la dimension libre, éclairée, enfin, c'est-à-dire avec une définition de ce que le consentement est, n'est pas, afin de protéger au maximum les victimes et d'éviter surtout que ça soit une conditionnalité supplémentaire aux 4 critères, parce que ça, je crois que personne ne le veut. Donc, pour essayer de comprendre un peu plus où vous en êtes, vous, dans les versions que vous pourriez valider et dans votre vision de l'articulation entre l'ordre du jour parlementaire et le rôle du gouvernement. Merci, chers collègues. Et enfin, Guillaume Bigot. Merci, Madame la Présidente. Approchez. Monsieur le garde des Sceaux, chers collègues, votre ministère, nos forces de l'ordre, de gendarmerie, de police, nos magistrats se sont fort heureusement mobilisés ces dernières années contre les violences sexistes et sexuelles, contre ce qu'il est convenu d'appeler dans le vocabulaire courant les violences faites aux femmes. Or, parmi toutes ces violences faites aux femmes, il en est une qui me paraît spécialement atroce, celle qui résulte de mutilations sexuelles souvent coutumières, expression d'un patriarcat et d'une violence pure et parfaite, l'excision. En 2020, la secrétaire d'État Marlène Schiappa avait eu le mérite et le courage, je dois dire, d'attirer l'attention de notre pays sur les presque 60 000 femmes excisées en France. En août 2023, le gouvernement avait lancé un plan national d'action visant à éradiquer les mutilations sexuelles dans notre pays. Monsieur le garde des Sceaux, auriez-vous un bilan de la répression pénale de ces actes odieux qui arrachent à des jeunes femmes une part essentielle et intime de leur féminité? Auriez-vous un bilan ou une évaluation et, j'espère, la mesure d'un recul de ces pratiques barbares dans notre pays? Merci. Nous en avons terminé avec les questions. Monsieur le ministre, nous voilà avec pas mal de matière. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Je vais essayer d'y répondre. Tout d'abord, Madame Julie Delpech m'a posé plusieurs questions. Bon, sur la simplification des démarches des victimes.
Bon, nous souhaitons effectivement répondre au mieux à leurs besoins, au plus près des faits, mais aussi sur le long terme. Donc il y a un accompagnement renforcé qui est individualisé, qui est mis en place à travers une augmentation du budget des aides aux victimes de violences intrafamiliales, je l'ai dit, qui a été multiplié par 3 depuis 2020. Et en 2025, ce sera 22 millions, 5 de plus qu'en 2024, ce qui permet de soutenir les associations au plus proche des victimes. Je l'ai dit aussi, nous nous efforçons de mieux former l'ensemble des personnels judiciaires, à la fois dans leur capacité à entendre les victimes. Et je vous ai donné un certain nombre de chiffres concernant les bars et les TGD actifs, et il démontre, je crois, la proactivité des services judiciaires. Le Premier ministre a fait une annonce sur la généralisation du recueil de la plainte à l'hôpital, qui pourra permettre aussi de faciliter le dépôt de plaintes. Le dispositif victime gravement traumatisée peut être actionné par le procureur de la République, 24 heures sur 24, et il y a un certain nombre d'aides aux démarches qui sont prévues dans ce cas pour la victime. Tant que les faits ne sont pas dénoncés, c'est vrai, je le reconnais, la justice n'est pas en mesure d'agir. Il faut que les faits soient dénoncés. C'est pour cela qu'il faut multiplier les endroits où les dépôts de plaintes peuvent se faire, et faire en sorte que la victime, effectivement, ose déposer plainte pour que l'instruction puisse être ouverte. Alors, sur le taux de classement sans suite en matière de viol, sur lequel vous m'avez interrogé, je veux effectivement clarifier les choses et les exprimer dans un contexte dépassionné, et voir ce qu'il y a derrière les chiffres. Sur 100 plaintes déposées, 59 ont été classées sans suite. C'est vrai, en 2023, au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Ce qui signifie que la preuve des éléments factuels n'a pas pu être rassemblée à l'issue de l'enquête. Alors, ce chiffre passe de 59 à 70% si vous prenez en considération l'ensemble des motifs de classement. Alors, ce n'est pas un chiffre nouveau, mais je veux ici, par ces explications, mieux l'éclairer. Le chiffre ne signifie pas nécessairement que la loi pénale et l'interprétation faite limiteraient mécaniquement le champ des poursuites pénales par une insuffisance définition, d'ailleurs légale, du viol. Il faut réaliser qu'en 7 ans, le nombre de personnes mises en cause a doublé, ce qui signifie que le nombre d'affaires signalées à la justice est exponentiel. Et cette hausse, alors ça ne veut pas dire automatiquement que le nombre de viols commis s'envole. C'est que la parole se libère, et que, effectivement, nous avons plus de plaintes aujourd'hui que nous ne pouvions en avoir hier. Et cette hausse s'explique à la fois par cette parole qui se libère, et puis par la meilleure appréhension aussi des dispositifs pénaux par les citoyens et leur meilleure efficacité. Alors, sur ce stock d'affaires, mécaniquement, un certain nombre d'affaires rencontrent une difficulté probatoire plus importante, notamment lorsque les faits sont anciens, du fait d'ailleurs du recul de la prescription. On est saisi de faits plus anciens, d'où la non-possibilité d'utiliser par exemple la téléphonie pour confondre un auteur, et les témoins peuvent ne plus se souvenir. C'est ainsi que ce taux de classement pourrait plus résolument s'expliquer par la difficulté à apporter la preuve de la commission des faits, et non pas par une insuffisance légale ou un désinvestissement des acteurs judiciaires.
Je veux redire la sévérité la fermeté de la justice française. Dans les affaires poursuivables en 2023, 96% des personnes mises en cause sont poursuivies. En 2022, on peut noter une augmentation de 19% du nombre de condamnations pour viol par rapport à 2015. Et ce taux s'élève à 35% du nombre de condamnations pour viol pour les personnes majeures. Et dans plus de 98% des cas, ces condamnations sont assorties d'une peine de réclusion ou d'emprisonnement ferme d'un quantum moyen de plus de 11 ans en 2022. Tout cela montre que la justice s'efforce d'apporter des réponses fermes par rapport aux faits qui lui sont signalés. Sur les questions de Madame Leroux, qu'on pourrait, l'ensemble des chiffres que vous donnez en pourcentage, est-ce qu'on pourrait les avoir en valeur absolue, s'il vous plaît? Parce que 98% des personnes 96% sont des personnes poursuivables sont poursuivies, ça fait combien de personnes? 98% sont condamnées à de la réclusion, ça fait combien de personnes? Est-ce qu'on pourrait avoir ces chiffres-là voilà, en valeur absolue? Je vous remercie. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Tout à l'heure, je les ai cités, je crois, mais on va vous les ressortir. Je crois que je vous les ai cités dans ma présentation générale, mais on va essayer de vous les ressortir. Il y avait pas mal de chiffres, mais vous allez l'avoir, vous aurez le compte-rendu. Voilà. Le nombre de condamnations de majeurs pour viol donc, est passé de 960 en 2017 à 1260 en 2022. Et le nombre de condamnations de majeurs pour agression sexuelle était de 5 617 en 2017 et de 7 485 en 2022. Et sur les condamnations pour viol incestueux commis sur un mineur, bon, les progressions sont encore plus importantes. Elles sont passées de 177 à 405 entre 2017 et 2021. Et sur les peines prononcées, oui, je l'avais dit aussi, c'est 11 ans en moyenne. Et là aussi, je signale que c'est un niveau parmi les plus importants d'Europe. Donc, quand on dit que la justice française n'est pas ferme, c'est inexact. Et ces chiffres-là le montrent. Quand on les compare avec les autres pays qui nous sont comparables, ce sont des quantums moins importants. Merci bien. Pour les questions de Madame Leroux, on ne dispose pas de données sur l'origine des auteurs. C'est toujours d'ailleurs la difficulté que l'on a, puisque la loi ne permet pas toujours d'ailleurs de faire ces distinctions. 97% des faits commis sont commis dans l'entourage ou par l'entourage, donc comme rappelé. En ce qui concerne les propos à caractère sexiste ou sexuel réprimés, l'amende est de 3 750 €. Pour répondre précisément à votre question. Sinon, on s'efforce à travers la prévention, à travers la formation professionnelle de sensibiliser, y compris d'ailleurs au niveau de l'école, sur l'ensemble de ces sujets, à partir du moment où il peut y avoir aussi des violences sexistes et sexuelles hors du cadre familial, même si le plus souvent c'est dans le cadre familial. Sur l'introduction du consentement dans la définition du viol, vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question.
Alors, je me suis exprimé à plusieurs reprises. J'ai eu l'occasion de recevoir d'ailleurs tous les auteurs des propositions de loi. Je crois franchement vous avoir expliqué. Là, je ne m'adresse pas à Madame Catala, mais à l'auteur de la proposition de loi qui va être débattue dans quelques jours. Je vous ai expliqué ce qui ne collait pas dans votre proposition de loi. Après, je vous ai dit notamment que le texte tel que vous nous l'aviez présenté pouvait être dangereux même par rapport à la situation actuelle. Bon. Et je vous ai dit qu'il fallait bien sûr y travailler. Ce sont des sujets extrêmement sensibles, alors même d'ailleurs qu'il y a une jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui prend déjà en considération cette absence de consentement. Bon, mais sans l'exprimer expressément. D'où, je pense, et j'ai dit que j'y étais tout à fait favorable, l'idée de faire apparaître la notion de consentement, non-consentement dans la définition du viol. Bon. J'ai dit que j'étais tout à fait prêt, à partir d'un travail transpartisan, à apporter l'éclairage de la chancellerie, parce que je pense qu'il peut représenter une valeur ajoutée à partir du moment où ce sont des magistrats qui traitent ces sujets-là au quotidien et qui peuvent donc apporter une contribution utile à partir d'un texte qui nous serait présenté. Et j'ai également suggéré que le texte de la proposition de loi, quand il pourra être arrêté à la suite de ce travail transpartisan auquel vous êtes tous participés, qu'il puisse y avoir une consultation aussi du Conseil d'État, tellement le sujet est sensible. Voilà, donc tout ça nécessite un peu de délai. Je pense que vouloir se précipiter et vouloir parvenir à une rédaction trop rapidement serait totalement contre-performant par rapport à l'objectif que vous suivez. Donc, effectivement, alors peut-être que vous nous censurez d'ici là. Bon, c'est votre responsabilité, c'est pas la mienne. Bon, moi, je m'inscris dans le cadre du travail qui est engagé, en souhaitant que les unes et les autres vous y participiez. Je pense que d'ailleurs la délégation des droits des femmes du Sénat attend aussi, je dirais, le résultat de vos travaux et a de son côté une démarche très positive par rapport à la démarche engagée. Donc voilà, je souhaite vraiment aboutir. Bon, je ne sais si je serai toujours encore garde des Sceaux lorsque cette proposition de loi sera débattue, mais en tout cas, je souhaite la faire avancer de mon côté. Et je pense que ça représentera un progrès et une prise en considération des propositions que vous faites. Mais une fois de plus, il faut faire très attention à la façon dont on rédige les choses. Je l'ai dit au début, il faut éviter d'inverser la charge de la preuve et de focaliser sur la victime et de rendre sa situation encore plus compliquée, avec la nécessité d'expliquer elle-même qu'en fait, elle n'a jamais consenti. Bon, donc, oui, voilà, c'est le problème. Bon. Et d'ailleurs, les représentants du parquet sur l'affaire Gisèle Pénicaud montrent bien que la justice prend déjà en considération d'ailleurs le fait que la victime n'ait jamais eu à exprimer quelque consentement que ce soit. Donc la justice entend déjà cela et je pense que tout ça aussi mérite d'être pris en considération, d'où je dirais, la sensibilité de la rédaction que nous devons retenir sur ce sujet. Voilà, c'est sur Donc j'ai répondu aussi à Madame Legrain sur la réponse que j'apporterai le jour où sa proposition de loi viendra en discussion. Sur la question que vous m'avez posée sur le financement de l'ensemble du Ségur, a priori nous avons obtenu les moyens pour financer l'ensemble du Ségur.
Donc, je vous le confirme. Sur la question que vous avez posée, Madame Delphine Liegemann, sur... alors, qui n'est pas simple, c'est l'accès aux fichiers. C'est très compliqué, puisque ces fichiers sont réservés à l'autorité judiciaire. Bon, oui, à la préfecture, mais dans un certain nombre de conditions, dans ce que je comprends. Et puis, vous savez combien les accès aux fichiers sont difficiles, sont sécurisés. Donc, voilà, pour le moment, on en est là. Une réflexion est en cours, effectivement, pour éventuellement élargir l'accès à ces fichiers, mais avec toute la sensibilité que cela peut représenter, et puis les précautions qu'il faut prendre. Bon, alors, bien évidemment, les médecins aussi sont tenus au secret médical, au secret professionnel, donc il peut y avoir des garanties de ce côté-là, mais il faut être prudent dès qu'il s'agit de communication de fichiers où vous avez des données personnelles. Donc voilà, mais c'est une question qui est en cours de réflexion et d'expertise. Sur le décompte des féminicides, question posée par Madame Virginie Duby-Muller, oui, j'ai répondu tout à l'heure sur la façon différente de compter que peut avoir le ministère de la Justice et puis le ministère de l'Intérieur. Et je peux convenir que ça pose question, que nous n'ayons pas la même façon de compter. Les chiffres correspondent à une photographie, à des étapes qui sont différentes. Bon, et à une prise en compte sous un même vocable d'une appréciation plus ou moins large là, du terme féminicide. Pour ce qui concerne le ministère de la Justice, nous communiquons sur la base des remontées d'informations systématiques des procureurs généraux. Et cette remontée d'informations concerne l'ensemble des homicides conjugaux qui sont portés à la connaissance de la direction, commis à l'encontre de femmes et d'hommes, et ne recouvre pas effectivement la notion de féminicide, qui n'a pas de traduction juridique dans le droit positif, ce qui peut expliquer les différences. Alors que les données du ministère de l'Intérieur sont issues de la base de données sur les victimes de crimes et délits et enregistrent les suicides ou tentatives. Et sur les 890 victimes enregistrées, 87% étaient des femmes, me dit-on. Donc, depuis 2021, il y a un travail annuel de recoupement qui est fait avec le nombre d'homicides conjugaux identifiés par les services du ministère de l'Intérieur. Bon, j'espère que nous arriverons à consolider les chiffres et puis à présenter des chiffres communs entre nos deux ministères. Enfin, en tout cas, nous essayons d'y travailler. La France est le seul pays européen, me dit-on, qui est doté d'un outil juridique permettant de rechercher la responsabilité des auteurs avec l'infraction qui réprime le harcèlement au sein du couple, créée en 2020 suite au Grenelle des violences conjugales. Et puis, vous avez les décomptes de féminicides qui sont réalisés par des collectifs associatifs féministes qui ne se limitent pas aux victimes au sein du couple. Et donc, du coup, les chiffres sont supérieurs à ceux des ministères et de l'Intérieur et de la Justice. Voilà. Donc, ça explique, en tout cas, les différences. Sur ce que vous avez dit sur le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec la mise en place du pôle vif, c'est de plus en plus généralisé maintenant au niveau des tribunaux judiciaires. Je trouve que ça va tout à fait dans le bon sens. Ce sont à la fois des magistrats du siège et du parquet qui sont appelés à connaître de faits de violence intrafamiliale. Il y a aussi les directeurs des services de greffe, les greffiers, les attachés de justice et les agents contractuels, notamment tous ceux qui
sont chargés de missions justement vifs. Et ces pôles fonctionnent bien. Moi, j'ai eu l'occasion d'en avoir l'expérience à Versailles et puis encore hier à Poitiers. Et je pense que ça donne plutôt de bons résultats sur la réactivité de la justice par rapport justement aux violences faites aux femmes, qui est un contentieux qui a sensiblement augmenté ces dernières années et qui prend d'ailleurs de plus en plus de disponibilité à nos magistrats. Bon, et là, ça rejoint la question des moyens que vous-même vous posez. Bon, sur l'année 2025, nous serons en mesure de respecter les engagements qui avaient été pris en termes d'effectifs. Donc, je ne sais plus si je les ai là, mais je pourrais vous les redonner. Mais en tout cas, c'est ceux qui étaient prévus dans la loi d'orientation et de programmation. C'est la trajectoire 2027. Donc la trajectoire 2027, c'est plus 1500 magistrats, plus 1800 greffiers, plus 1100 attachés de justice. Et puis c'est aussi un renforcement de l'équipe autour du magistrat, avec 170 catégories A en charge des vifs à temps plein. Donc il y a un réel effort et l'arbitrage qui a été rendu par le Premier ministre sur le budget 2025 de la justice permet de respecter ces engagements en matière d'effectifs. Voilà. Bon, je ne sais pas si nous aurons une loi de finances. Bon, si nous n'avons pas de loi de finances, nous en resterons au chiffre de 2024 et nous n'aurons pas ces créations d'emplois. Bon, mais voilà, en tout cas, ces créations d'emplois sont dans le budget qui vous est présenté. Sur l'imprescriptibilité, vous avez un travail législatif important qui a été réalisé toutes ces dernières années, comportant la question de la prescription des viols et agressions sexuelles, qui a commencé d'ailleurs en 89, lorsque les faits crimes sont commis par un ascendant. Il y a un report du délai de prescription. En 95, il a été décidé que le délai courait à partir de la majorité de l'enfant. La loi de 2004 a élargi le délai de prescription à 20 ans, avec en 2006 une extension du champ infractionnel, bénéficiant de cette extension de prescription. Et puis, un principe de prescription glissante a été introduit par la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels de l'inceste. Il est applicable aux viols, agressions et atteintes sexuelles commis sur les mineurs. Et avec ce mécanisme, la prescription de la première infraction est prolongée jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction, ce qui permet donc que les deux infractions se prescrivent à la même date. Et ces infractions pourront être jugées en même temps et toutes les victimes pourraient se voir constituer partie civile plutôt que de n'être entendues que comme simples témoins en ce qui concerne les victimes les plus anciennes. C'est déjà un long délai. Le gros problème, c'est que si vous augmentez à nouveau le délai, c'est tout le sujet de la démonstration probatoire qui est posé et qui est déjà en soi une problématique de la question des agressions sexuelles. Bon, sachant que l'imprescriptibilité, elle est pour les crimes contre l'humanité. C'est le voilà. Mais après, au-delà de 20 ans, et déjà dans le cadre de ce délai, c'est pas toujours facile d'apporter la démonstration. Si vous augmentez bien sûr la durée d'imprescriptibilité, vous augmentez encore la difficulté.
avec la difficulté de retrouver des témoins, et donc du coup de nourrir concrètement la plainte, ce qui peut ne pas représenter obligatoirement un progrès par rapport à la situation existante, même si on réfléchit bien sûr à l'éventuelle extension de ce dispositif. Je pense notamment à la prescription glissante, qui peut justement être quelque chose d'intéressant et qui pourrait être étendu. Sur le téléphone grave danger, j'ai eu l'occasion d'exprimer un certain nombre de choses dans ma présentation. Vous le savez que c'est pour le téléphone grave danger, c'est une décision du procureur de la République dans le cadre d'une prévention pour une durée de 6 mois renouvelable. Et ça permet à la victime de disposer d'un dispositif de téléprotection qui lui permet d'alerter les forces de l'ordre en cas de danger. Alors, ce dispositif peut être attribué à tous les stades de la procédure, y compris durant des phases où l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Et il s'agit d'un téléphone portable qui dispose d'une touche dédiée qui permet à la victime de joindre, en cas de grave danger, le service de téléassistance accessible. En 2023, plus de 4500 téléphones grave danger ont été attribués, 6 fois plus qu'en 2020. Et il y a 5693 téléphones qui ont été déployés en 2024. Là, les chiffres que je vous avais donnés, c'est 4500. Donc, en 2024, il y a encore une augmentation. Jusqu'à aujourd'hui, 5693. À Poitiers, où nous étions hier, la totalité des téléphones portables, des téléphones grave danger, étaient déployés, sont déployés. Sur le bracelet anti-rapprochement, là, il faut une décision du juge, puisqu'on n'est plus tout à fait dans la prévention. La délivrance nécessite le consentement des intéressés. Alors, au pénal, le juge peut décider de l'application du dispositif avant toute condamnation, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, ou après une condamnation comme une des obligations associées à une peine. Au 28 octobre 2024, il y avait 837 bracelets anti-rapprochement actifs. Et il y a eu 3166 mesures ordonnées depuis sa mise en œuvre. Ça a évité un certain nombre de drames, donc c'est un dispositif utile, alors qui parfois se heurte à quelques difficultés, puisque quand les personnes habitent à proximité, elles peuvent se croiser à 100 mètres de distance, et du coup ça peut déclencher le processus. Et il y a une alerte qui se fait, qui ne se concrétise pas obligatoirement au niveau d'un danger, mais du coup, les forces de l'ordre peuvent appeler à intervenir. Le budget, justement, concernant ces mesures, a sensiblement augmenté. Il est passé de 3 millions en 2020 à un petit peu plus de 10 millions et demi en 2024. En 2025, ce sera 10 600 000. Et ça permet de financer en tant que de besoin les stocks sur l'ensemble des juridictions. Madame Céline Thiébaut-Martinez m'a interrogé sur la trajectoire 2027, donc j'ai eu l'occasion de répondre. Sur les cours criminelles départementales. Vous savez, ça a été mis en place d'abord dans un cadre expérimental, le 23 mars 2019, avec 2 objectifs: réduire les délais de traitement et éviter notamment les correctionnalisations. Malheureusement, l'effet mécanique de cette réforme est une augmentation des affaires criminelles à juger. Vous avez une hausse des réquisitoires introductifs criminels, des dossiers criminels en attente de règlement et des dossiers renvoyés devant les cours d'assises.
et devant ces cours criminelles départementales. Le temps d'audience devant la cour criminelle augmente et donc du coup, il reste un engorgement de l'audiencement criminel. D'autant que ça mobilise 5 magistrats professionnels. Au niveau des cours d'assises, ça mobilise 3 magistrats professionnels. Donc voilà, on pensait gagner un peu de temps avec des durées d'audience moins longues. En fait, elles sont pratiquement aussi longues. Ce qui fait que il y a cet engorgement. J'ai mis en place une mission d'urgence justement sur ces sujets d'audiencement pour identifier les pistes d'amélioration avec un groupe de travail composé d'un magistrat du parquet, d'un magistrat du siège et puis d'un avocat pour me faire des propositions très rapidement sur ce sujet. Madame Marie-Charlotte Garin, me demande ce qu'on peut faire de mieux. On s'efforce de faire chaque année mieux, avec des moyens supplémentaires, puisque les moyens augmentent. Et puis, vous avez une sensibilité de plus en plus grande au niveau des personnels de la justice, à commencer par les magistrats. Si vous ne l'avez pas encore fait, là, je suis prêt à vous inviter pour aller dans un pôle vif et vous verrez la mobilisation des magistrats. Ce qu'ils ont mis en place, par exemple, à Poitiers, est vraiment très, très intéressant. Avec un pôle vif qui fonctionne bien et qui est réactif. Et on a cette réactivité maintenant pratiquement dans tous nos tribunaux judiciaires compte tenu de la mise en place de ces pôles vifs. Donc, je crois que après, il y a la question des investigations, des enquêteurs. Là aussi, c'est une vraie difficulté et c'est un problème de moyens ou d'orientation des policiers. On a de moins en moins au niveau des services d'investigation et d'enquête, à partir du moment où la priorité aussi est de les mettre dans la rue. Mais du coup, vous avez une attractivité moins grande pour les services d'investigation et des services d'investigation qui du coup, ont quelques difficultés à répondre à l'ensemble des plaintes qui sont déposées. Sur les mineurs, je crois que vous m'avez posé une question sur les confrontations, et sur les possibilités pour les mineurs aussi d'être convoqués pour des confrontations. C'est pas systématique, là. Parce que tout dépend effectivement de l'état de la victime et puis de la façon dont le mineur aussi peut réagir. Donc c'est à l'appréciation du juge en l'espèce. Sur la question de Madame Firmin Le Bodo, sur la Maison des femmes et la fusion avec d'autres structures, c'est en cours. Il faut je dirais, laisser le temps de ce déploiement. Pour le moment, nous n'avons pas encore de bilan sur les permanences qui peuvent exister pour le dépôt de plaintes. Je pense qu'on sera en mesure de les avoir à partir du moment où ça se met en place. Ce qui est important, c'est de pouvoir multiplier les endroits où les plaintes peuvent être déposées. C'est quelque chose qui est important et le Premier ministre a pris l'engagement justement d'élargir ces lieux, et notamment à l'hôpital, ce qui peut être une possibilité pour les victimes.
Monsieur Bigot a posé la question des mutilations sexuelles. Il y a une directive européenne qui a été adoptée en mai 2024, c'est récent, qui renforce certaines infractions pour mieux lutter contre ces mutilations. En France, elles sont bien sûr réprimées. Les condamnations peuvent aller jusqu'à 10 ans pour les violences ayant entraîné une mutilation. Ça peut passer à 20 ans lorsque ces mutilations concernent un mineur. La justice s'est saisie, bien sûr, de ces textes et ne manquera pas de les appliquer avec la même fermeté que pour les violences intrafamiliales. J'espère avoir répondu à l'ensemble des questions. Oui, Monsieur Bigot. Non, pas encore, parce que c'est récent. Hein, c'est récent puisque ça remonte à 2024. Hein, donc, bon, voilà, sur la directive. Non, bien sûr, on les sanctionnait déjà avant. Si on peut avoir un bilan de ce qui existait déjà auparavant au niveau des condamnations, je ne manquerai pas de vous le faire parvenir. Ça, on peut regarder ça et puis à ce moment-là, vous le faire passer. Merci, Monsieur le garde des Sceaux. Merci pour l'ensemble de vos interventions, de vos réponses. Vous pourrez constater que notre délégation est mobilisée sur nos questions et on compte bien continuer notre collaboration, en tout cas suivre nos travaux et le faire évidemment pour permettre d'aboutir à une situation peut-être plus satisfaisante pour nos victimes et que notre loi soit plus effective. Je vous rappelle, chers collègues, que nous nous retrouvons demain pour notre table ronde avec les professionnels et les représentants associatifs sur la réponse judiciaire aux violences sexistes et sexuelles dans le cadre de cette semaine de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous nous retrouvons à 16h45 en salle 41-23. Nous aurons donc comme invités Anaïs Defosse, Julia Foyce, Magali Lafourcade, Muriel Sarmona sur différents thèmes de table ronde. Vous êtes évidemment les bienvenus en vous espérant nombreux. Je vous remercie. À demain.